Trop content de t'avoir pour la deuxième fois. Un plaisir partagé. Tu es vraiment le deuxième invité du podcast. C'était qui le premier ? Le premier, c'était mon premier sponsor. Tu vois. C'est Christophe Girardier qui a co-créé avec la Commission européenne une méthode d'analyse d'empreinte environnementale des grosses boîtes. Le podcast, ça a été une des premières solutions qui lui a permis d'en parler à grande échelle. Et donc voilà, toi, tu étais le deuxième parce que je venais tout juste de devenir associé de Team for the Planet à ce moment-là. C'est il y a combien de temps, au moins 4 ans Mars 2021, ouais. Ah ouais, ça commence à faire là, oui. Ok. Ouais, donc 5 ans. Purée. Ah, t'étais vraiment très tôt. Je pense qu'il y avait... On était moins de 10 000 associés, je crois. Non, moins de 1000, je pense. Je viens de regarder sur le site internet. On était, je crois qu'il y a le palier qui était. Ah oui, t'as peut-être raison. Passé, T'as peut-être raison. Ouais. Bonjour et bienvenue dans The Big Shift. C'est le podcast pour comprendre la transition écologique. Aidez-moi à le faire grandir en vous abonnant. Et puis si cet épisode vous plaît, mettez des étoiles, partagez-le à vos amis. Ça va vraiment nous aider à le faire grandir encore plus. Aujourd'hui, je reçois Arthur Aubeuf, tu es le cofondateur de Team for the Planet. L'objectif de Team for the Planet, c'est de lever 1 milliard d'euros pour financer 100 entreprises qui vont agir à grande échelle pour lutter contre les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a 14 solutions qui ont profité de l'investissement de Team for the Planet et de sa communauté. Et il y a des histoires, des anecdotes qui sont absolument incroyables. On va y revenir dans cet épisode. Restez bien jusqu'au bout. Avant qu'on arrive à toutes ces histoires et qu'on parle un peu de ces innovations, il faut qu'on revienne un peu sur Team for the Planet, ton parcours. À cette époque, en 2021, il y avait moins de 10 000 associés, il y avait 1 million d'euros qui étaient récoltés à peu près, mais il n'y avait aucune entreprise qui avait été financée, qui avait été sélectionnée, qui avait été choisie. Donc c'était plutôt un mouvement citoyen qui récoltait de l'argent à l'époque. C'était quoi le point de départ ? Et moi, quand j'ai rejoint ce truc-là, on disait on va lever 1 milliard, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu un flou ambiant de... il faut 1 milliard pour la transition écologique, c'est à nous de le faire, mais est-ce qu'il y avait déjà tout le plan qui était créé comme il est aujourd'hui ? Non, jamais. Il n'y a aucun plan qui est tout créé de toute façon. Et puis, dès que tu as un plan, il ne se déroule pas. Donc, c'est un autre plan qui arrive. Non, mais par contre, on a toujours cette ambition du milliard parce que ça permet de dimensionner le projet et de montrer à tout le monde qu'on veut faire quelque chose qui nous dépasse et qui permet à chacun d'avoir un rayon d'action qui est quand même plus important. Après, le point de départ, c'était vraiment de se dire, nous, on est assez frustrés dans notre quotidien de citoyens. Quand on veut agir pour la transition écologique, en fait, on ne sait pas bien comment le faire et par quel bout prendre le truc. Et donc, oui, on peut faire des choses dans son quotidien, mais si on veut aller plus loin et avoir un impact plus systémique, il faut agir collectivement. Et l'entrepreneuriat, c'est un outil d'action qui est génial pour ça. C'est vraiment l'outil de collaboration le plus évolué que l'humain ait mis sur pied. Donc nous, on s'est dit, il faut réutiliser cet outil, mais de la bonne manière, ou en tout cas pour ça. Et comment est-ce qu'on peut le faire ? C'est là qu'on a rencontré des scientifiques, plein de gens qui nous ont donné un peu la marche à suivre pour aider des solutions transformatrices à changer d'échelle et à avoir un gros impact. Et donc, on le fait en levant de l'argent et en investissant, mais aussi en utilisant cette intelligence collective de, aujourd'hui, 130 000 investisseurs pour pouvoir trouver ces innovations partout sur Terre, les sélectionner, leur recruter un entrepreneur chevronné, parce que souvent, les innovateurs sont des scientifiques, mais pas des entrepreneurs. Donc, nous, on crée un binôme entre un innovateur et un entrepreneur. Et puis après, aller encore plus loin, parce qu'on les accélère commercialement, on les aide à trouver des talents, à lever des blocages politiques, à se faire connaître, etc. Donc, c'est une grande équipe d'Avengers qui vient un peu sur une innovation qui a un gros potentiel et qui l'aide à devenir mondiale le plus vite possible, quoi. Alors, c'est trop cool parce que du coup, comme on en a discuté en 2021 et que là, on est en 2026, on va pouvoir faire un peu la comparaison de ce que c'était à l'époque et ce que c'est maintenant. Déjà, en termes d'énergie, qu'est-ce qui a changé entre 2021 quand vous présentiez le truc et que l'objectif, c'était de recruter en gros des associés et les ambitions d'aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je pense qu'on a quand même pris pas mal de crédibilité. À l'époque, c'était un peu c'est qui c'est fou, tu vois, et d'où ils sortent et qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, on a quand même 14 premières boîtes, tu le disais. On a des boîtes qui commencent à bien réussir. On a une vraie méthode d'investissement, de sélection. On a vraiment travailler sur un vrai comité scientifique, un comité de marché. Les choses sont bien organisées et donc l'énergie, elle est quand même beaucoup plus de venir nous aider à passer à l'échelle, de nous prendre au sérieux que l'énergie un peu fofolle des débuts qui est extrêmement utile et importante, de gens qui disent « je sais pas trop où ça va, mais vas-y, allons les aider ». Ça a changé. Maintenant, c'est beaucoup plus organisé. Les gens, ils demandent quand même des comptes. On est sur un truc carré. Tu vois, ils demandent leur dividende climat. Enfin voilà, c'est bien organisé depuis, quoi. Et tant mieux. ça vous a enlevé un peu de l'humour du démarrage ou pas ? Non, je pense pas, parce qu'on fait toujours des blagues bien pourries dans les newsletters et dans les mails et sur les réseaux sociaux. Donc non, ça, on est toujours nul en blagues. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est dur de changer ça, ouais. Et là-dessus, du coup, est-ce que les associés qui étaient là à l'époque, en 2021, ce sont les mêmes, les personnes qui sont engagées ? Comment est-ce que vous avez réussi depuis cette époque-là ? Moi, je m'étais engagé, j'avais suivi une formation d'évaluateur, j'avais évalué une quinzaine d'entreprises à l'époque. Et puis après,
Après, je suis passé à autre chose et j'ai un peu arrêté le truc, quoi. T'as raison, je pense qu'il y a pas mal de renouvellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des anciens qui reviennent assez souvent en ce moment, donc des gens de ton époque, on va dire, qui sont en train de revenir pas mal. Je pense qu'il y a des cycles, tout le monde peut pas être tout le temps à fond sur un même truc, tu vois, on a besoin de voir plusieurs trucs, on est pluriel les humains. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu as beaucoup de monde, bah en fait, il y a quand même tout le temps des gens qui s'impliquent. Donc nous, on n'a pas de problème de gens qui s'impliquent, au contraire. On a quand même pas mal de gens qui s'impliquent, même parfois un peu trop dans toutes les directions. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a des gens, et je pense à certaines personnes, qui étaient à fond au début, qu'on n'a pas revu depuis. Bon, je pense que c'est aussi le jeu, tu vois. Et puis on a mûri, on n'est plus du tout. C'est plus la même chose quand même, c'est plus gros, c'est pas. Ceci dit, on est quand même encore une équipe de 10 personnes et tout, hein, donc tu vois, c'est pas non plus un mastodonte. Mais il y a ce côté, je pense, bon. Ils ont avancé, et puis il y a des gens, ils ont envie d'être à l'étape fofolle, il y a des gens, ils ont envie d'être à l'étape plus organisée. Bon, chacun son truc, quoi. Ouais. Et là, vous avez l'impression d'être passé un peu d'un mouvement citoyen à un fonds d'investissement ou pas trop d'avoir fait ce switch encore? Non, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit un fonds d'investissement et on ne veut pas l'être. En fait, on crée des fonds d'investissement, bah, typiquement voilà, ce qu'on fait avec Goodvest et autres, mais ça, c'est à côté. Nous, on reste un objet qui doit pouvoir financer des innovations là où personne ne peut les financer, à un endroit où il y a trop de risques, et pourtant, elles doivent exister. Et en fait, pour pouvoir prendre ces risques, il faut surtout pas qu'on soit un fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement, ils ont des standards de rendement, ils ont des impératifs de retour sur investissement rapide, etc., qui font qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Et donc, ces innovations qui doivent exister, aujourd'hui, elles ne sont pas financées par les fonds d'investissement, ou une fois qu'elles ont miraculeusement réussi à traverser la vallée de la mort. Mais nous, notre métier, c'est justement de les aider à la traverser. Et donc, si tu veux, tu as plein d'innovations qui sont à un stade avancé technologiquement, mais qui n'ont pas encore un modèle économique robuste, qui n'ont pas des équipes organisées, etc. Et les fonds ne peuvent pas prendre ce risque. Et nous, notre mission, c'était de nous dire comment on amène tous les paramètres nécessaires à réduire ce risque et à les aider à ce moment-là. Donc, à la fois un entrepreneur, mais aussi les bons talents, les clients, etc. Et donc, si on devenait un fonds d'investissement, ça ne marcherait pas, on n'aurait pas de valeur ajoutée. Donc, on n'en est pas un, on ne veut pas en être un, et on reste vraiment un réseau d'investisseurs, ce qui est très différent. Et pour moi, on est vraiment un réseau mondial d'investisseurs, parce que maintenant, on a des gens dans 90 pays du monde, même si on est très francophone, mais on commence à avoir une petite fibre internationale qu'on va pas mal développer justement à partir de cette année. Et l'idée, c'est de se dire, surtout, il ne faut pas qu'on devienne comme un fonds d'investissement, qu'on se mette à être article 9, machin, etc. Parce que oui, on lèvera sur des institutionnels, mais on va perdre toute la puissance de Team for the Planet, toute la logique communautaire à grande échelle, le fait que les gens nous fassent confiance, etc. Ça vient du fait qu'on est un mouvement, quoi. Ok, donc en fait, aujourd'hui, il y a quand même des fonds d'investissement dont l'objectif, c'est d'investir dans des projets risqués à leur démarrage. Qu'est-ce qui, du coup, vous différencie de ces fonds d'investissement, à part la communauté? Ouais, il y en a quelques-uns, mais alors toute la mécanique de sélection des projets, toute notre logique de licence libre aussi, ça c'est quand même quelque chose qui a un gros pas de côté, et surtout notre modèle d'affaires en fait, parce que nous... La licence libre, c'est qu'à chaque fois que vous avez une innovation qui fonctionne, vous mettez les plans pour que d'autres puissent le refaire, c'est-à-dire que vous posez pas de brevet sur... Si. Alors attention, c'est pas de l'open source, c'est vraiment de la licence libre, donc il y a des brevets, juste ces brevets, on peut donner l'accès pour que quelqu'un commercialise à son tour et copie-colle l'innovation, mais il y a des droits et des devoirs. Déjà, le devoir de nous repartager ses propres améliorations pour qu'on puisse faire progresser tout le monde ensemble, ces tonnes de CO2, et aussi, en général, il y a un fonctionnement de modèle économique qui les lie pour que ça se fasse correctement. Donc, c'est une forme de mix entre l'open source et la franchise, si tu veux. Le but, c'est de faire en sorte que ces innovations, elles puissent se déployer partout sur Terre et que si nous, on a plus de mal ou qu'on échoue, bah, d'autres puissent réussir parce qu'elles sont assez nécessaires. Donc ça, c'est un point très différenciant, mais surtout, le point différenciant, c'est le modèle d'affaires, le modèle économique, parce que nos actionnaires, ils n'ont pas de revenus par leur investissement en direct. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividendes financiers, il n'y a pas de retour des profits générés par nos boîtes pour les investisseurs, ce qui fait qu'ils réfléchissent et ils pilotent la boîte pas avec un critère de rendement financier, ce qui est très différent de la plupart des autres modèles et ce qui nous donne un fonctionnement beaucoup plus long terme et surtout une organisation sur l'impact. Ce qui est très important parce que nous, on a besoin qu'on se focalise tout le temps sur l'impact. Pas sur est-ce qu'il faut faire vite un retour sur investissement, est-ce qu'il faut revendre la boîte plus vite, est-ce qu'il faut qu'elle soit plus rentable plus vite. Nous, nos investisseurs, ils nous disent concentrez-vous sur les dividendes climat, c'est pour ça qu'on est là. Faites en sorte qu'ils aient de l'impact. Les dividendes climat, du coup, c'est la notion que vous avez co-créée et qui a été validée par la Commission européenne, c'est ça ou... On l'a co-créée avec l'ONU, avec l'ADEME, avec une 50aine d'experts carbone internationaux. Et du coup, c'est maintenant une association indépendante et c'est un standard de mesure des émissions évitées. Donc, il y a les émissions, il y a les crédits carbone, la compensation carbone, et il y a les émissions évitées, qui est vraiment autre chose, hein, philosophiquement, c'est un peu l'inverse. Et ça, c'est le dividende climat.
D'accord, c'est un substitut. En gros, c'est quand on investit dans cette entreprise, ce qu'on en retire, c'est des certificats que l'entreprise a bien évité tant de carbone avec l'investissement que nous, on lui a apporté. Exactement. Donc, c'est l'équivalent d'un ROI, mais climatique plutôt que financier, quoi. Exactement. Genre, tu as mis 1 000 € et on va te dire, tu as 1 tonne de CO2 évité grâce à tes 1 000 € chaque année. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ça peut augmenter, ça peut devenir 1 tonne 2, 1 tonne 3, alors que tu as mis une seule fois 1 000 €. Puisqu'en fait, nous, comme on réinjecte tous les profits, en fait, ça continue de faire travailler ton argent, de le multiplier, mais au service de l'impact. Par contre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, maintenant, on a un marché secondaire et il y a une valeur de l'action. Donc, cette valeur, elle peut augmenter si on a des bons résultats, elle peut baisser si on en a des mauvais. Donc, un bon résultat, c'est une capacité à réduire encore plus les émissions de CO2, c'est quoi? Oui, alors il y a 2 trucs pris en compte. Il y a à la fois la valeur financière de nos boîtes, parce qu'il faut quand même qu'elles aient une réalité économique, sinon elles ne vont pas changer grand-chose dans le monde, et les tonnes de CO2 évitées calculées avec le dividende climat. Donc, on a une méthode de calcul qui est disponible sur notre site et qui permet de voir comment on le fait. Et après, c'est des auditeurs indépendants qui viennent faire ces calculs, valider et dire, OK, la valeur de l'action, elle est de temps. Et après, si la valeur monte, tu as un marché secondaire où tu peux dire, je revends mes actions et trouver des acheteurs. Mais c'est compartimenté. C'est pas les profits que génère Team for the Planet qu'on distribue aux investisseurs. C'est vraiment, si on a des bons résultats d'impact, alors la valeur peut augmenter. Et dans ce cas-là, vous pouvez revendre et faire une plus-value. Ce qui est très important comme financière. Exactement. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté des actions, donc l'action de base, elle est toujours émise à 1 € une action. Alors maintenant, non, parce qu'en fait, il n'y a plus d'action à 1 €. C'est chaque année, on remet à jour la valeur de l'action et on fait une nouvelle levée chaque année avec cette nouvelle valeur de l'action. Ok, aujourd'hui, elle vaut combien l'action de Team for the Planet? Pour l'instant, elle vaut 1 € parce qu'on a fait la dernière levée en 2025, en décembre 2025. D'accord. Et justement, on a libéré la valeur de l'action au 1er janvier. Et donc, cette année, il va y avoir un audit de l'action et on saura combien elle vaut. Mais ça va être plutôt vers la fin de l'année, ça va être vers septembre. D'accord, donc en fait, c'est pas une évolution comme sur un marché où évidemment la valeur de l'action pourrait bouger. Là, c'est plutôt c'est une revalorisation. Oui. Mais ça reste une valeur fixe, quoi. Et sur des résultats tangibles. Et sur des résultats tangibles. C'est pas l'offre et la demande. À la fois des résultats financiers, à la fois des résultats climatiques concrets, quoi. Oui, et tu peux pas spéculer, c'est très important de le dire, parce que t'as pas d'offre et de demande. C'est pas ça le principe. C'est vraiment quels sont leurs résultats, ça fixe le prix de l'action. Après, voilà, c'est le prix de l'action. Et alors, qu'est-ce qui se passe si demain, là, quand on fait la revalorisation, je sais pas si ce sera en fin d'année 2026, l'action, elle vaut plus 1 €, elle vaut 1,50 € et vous avez levé aujourd'hui 43 millions auprès d'entreprises, de particuliers, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si, du coup, une grande majorité de ces gens se disent, tiens, grâce à Team for the Planet, ça y est, moi, j'ai mis de l'argent il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je vais pouvoir tirer 40% de bénéfices. Qu'est-ce qui se passe si les gens revendent? Pas grand-chose, parce qu'en fait, il y a d'autres gens qui vont acheter. Donc, en fait, c'est juste un remplacement des actionnaires. C'est un peu ce que tu disais au début. Nous, ça ne nous fait pas de plus-value, puisqu'en fait, ils se font des transactions entre eux. Mais on a toujours des actionnaires qui sont là et qui ont des actions. Et après, nous, on refait des actions, enfin des remises primaires sur le marché primaire, une fois par an maintenant. Et on dit, on a 15 millions d'euros qu'on peut vendre cette année à 1,50 €. Et après, là, il y a des gens qui achètent et ça nous fait de l'argent à nous, cette fois, pour investir, quoi. Donc, il y a 2 trucs, vraiment, il faut distinguer marché primaire et secondaire. Quoi. Complètement. Ok, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si ce début d'épisode est un peu trop technique pour ceux qui nous suivaient, mais du coup, on va revenir un peu sur les projets financiers. Donc là, on disait, il y en a 14 qui ont été financés. Comment est-ce que vous les avez choisis? Alors, on a tout un process de sélection. On commence par une évaluation citoyenne. Donc déjà, on a des gens partout dans nos actionnaires qui peuvent nous faire remonter des projets. Ouais. On a reçu à peu près 2000 dossiers par la communauté qualifiés. Il y a une première présélection pour être sûr que c'est des projets qui vont bien, mais ça, c'est de notre côté avec un petit outil. Ensuite, il y a une sélection par des évaluateurs, comme toi, tu l'as fait. Donc aujourd'hui, il y a 10 000 évaluateurs formés. Donc ça a pas mal progressé. Ces gens, maintenant, ils vont faire une session par an d'évaluation. On a un peu tout recalibré depuis décembre 2025. Donc, ça sera un peu le qui veut être mon associé de Team for the Planet. Genre, en gros, on dit on a 5 millions à investir. On va élire quelques boîtes. Aidez-nous à le faire. Tout le monde nous aide à sélectionner les boîtes. Ensuite, on a un comité scientifique qui vient vérifier plein de trucs. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet rebond? Est-ce que l'impact peut vraiment être là, etc. Un comité de marché. Et puis après, on vote en assemblée générale avec l'ensemble des actionnaires. Okay. Et aujourd'hui, du coup, parmi les 14, il y en a plusieurs qui sont en phase commercialisée. Donc, ça veut dire que c'est des entreprises que vous avez accompagnées qui se sont mis déjà à commercialiser un produit. Tu parlais du coup d'avoir cette licence libre. Est-ce qu'il y en a qui ont été déjà dupliquées, qui ont été répliquées à d'autres endroits? Ouais. Par exemple, Cool Roof qui a fait un truc avec Mon Toit Frais, par exemple, qui est une autre façon de peindre, mais ils utilisent la même peinture et donc ils vont aller avoir une partie du capital
Coolroof a une partie du capital de Montois Frais. C'est la façon qu'ils ont trouvé de faire de la licence libre. Ok. Et donc, Coolroof qui peint des toits en blanc pour faire baisser la clim. Donc, ils arrivent à réduire de 40% l'utilisation de la clim avec une peinture un peu spéciale. Et ben maintenant, tu as aussi Montois Frais qui va utiliser leur peinture pour aller peindre plus de toits à plus d'endroits. Bon, c'est un exemple, mais voilà. C'est les premières mises en place de licence libre parce qu'il faut quand même que la boîte soit vraiment viable économiquement, qu'elle est suffisamment avancée. Si elle n'est pas suffisamment avancée, c'est pas leur priorité et c'est normal. Donc, on ne veut pas leur mettre une pression de dingue là-dessus non plus, quoi. Ok, c'est vous qui donnez des orientations stratégiques aux entreprises que vous accompagnez ou ils sont libres là-dessus? Non, nous, on leur impose de travailler à faire leur fiche de licence libre assez vite. Mais par contre, on leur donne pas, on les oblige pas. On cadre un peu. On dit voilà, nous, c'est ça nos exigences. Il faut une licence libre. Dans le pacte d'actionnaires, on impose la licence libre et on impose le choix du CEO. Mais après, on travaille en bonne intelligence avec eux pour trouver la bonne façon de faire la licence libre parce que en fonction des modèles, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets que vous êtes obligé de refuser? Au niveau comité scientifique, je comprends. Là, c'est donc un panel d'experts qui vont essayer d'analyser l'impact CO2, l'impact, peut-être qu'il y a d'autres impacts que CO2, mais il me semblait que Team for the Planet, c'était très lié CO2. Oui, après, tu as les externalités négatives, parce que si c'est pourri pour l'eau, les sols, la biodiversité, même si c'est génial pour le climat, on va pas le faire, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, est-ce que là, vous avez des projets refusés qui passent vraiment pas la barrière? Ah ouais, plein, tout le temps. Okay. Parce que du coup, c'est les entrepreneurs qui les proposent en disant, nous, on aimerait bien être financé via Team for the Planet, et vous dites, non, ça marche pas. C'est des scientifiques qui disent, voilà, nous, on a inventé ça, on aimerait être financé via Team for the Planet, et soit nos évaluateurs disent non, c'est pas ouf, soit notre comité scientifique dit non, il y a un risque d'effet rebond, ou alors il y a des externalités négatives, ou c'est pas réplicable à grande échelle, ou c'est pas compatible avec la licence libre, etc. Et après, il y a aussi le comité marché qui peut dire en fait, économiquement, c'est pas suffisamment viable, le marché est pas suffisamment porteur et prêt, etc. Donc, t'as pas mal de... C'est une bonne boucherie, hein. Honnêtement, sur, on va dire, un échantillon de 100 projets qui arrivent, t'en as un ou deux max qui passent, quoi. Donc oui, c'est quand même assez violent. Et parmi les 14 que vous avez financés, est-ce qu'il y a déjà eu des échecs? Il y a eu des échecs sur des petits investissements. Par exemple, Shiva, où on a mis 100 000 € pour étudier la véracité du truc. C'était un peu le début de notre construction de la thèse et on n'a pas voulu aller plus loin parce que les innovateurs n'avaient pas la même vision que nous sur le truc, donc on n'est pas allé plus loin. Il y a un projet en pause qui s'appelle Carbon Time parce qu'on n'a pas d'autorisation politique pour aller plus loin. On a fait avancer la science. C'est l'olivine, c'est une roche volcanique qui permet de minéraliser. Donc ça permet de capter du CO2 très fortement quand cette roche elle est dans l'eau de l'océan. Alors il y a déjà plein de plages naturelles comme à Hawaï et autres. Mais l'idée, c'est de la concasser sous forme de grains très fins pour accélérer massivement cette réaction. Donc, c'est un peu comme planter des arbres avec tu sélectionnes des arbres qui ont un impact, qui captent plus. Là, cette roche, elle capte beaucoup. Et donc, on a fait des tests en laboratoire pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque sur la biodiversité. On a fait ça dans des mésocosmes, c'est que tu répliques l'environnement marin et tout dans des labos, en gros. On a publié dans Nature pour dire voilà nos résultats, voilà les impacts, etc. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse un test grandeur nature. Il faut des autorisations politiques, on n'arrive pas à les avoir. Le monde est un peu bloqué là-dessus. Et donc, on s'est dit, on va pas payer des gens non-stop tant que ça avance pas. Et donc là, pour l'instant, on est en pause sur ce projet. Mais il n'est pas arrêté parce qu'on a de la trésorerie. Et dès qu'il y a des avancées de ce côté-là, on pourra redébloquer, quoi. Après, Coolroof, ils ont été en difficulté cette année-là parce qu'ils avaient vraiment accéléré. Ils avaient un énorme pipe de clients, plusieurs dizaines de millions d'euros pour 2025. Ils ont fait un emprunt important pour pouvoir être en capacité d'accélérer, justement, de se staffer, de se mettre en place. Et le marché s'est complètement effondré parce qu'il y a eu une énorme instabilité politique et géopolitique. Donc, et en France et avec Trump et tout, toutes les boîtes ont arrêté d'investir sur ces solutions-là et ils se sont retrouvés à faire un chiffre d'affaires absolument dérisoire par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Donc, ça les a mis en difficulté. Là, ils sont en redressement judiciaire. Alors, on a souvent l'impression que c'est la fin quand tu dis ça. En fait, c'est une façon de pouvoir se donner des dispositions redressement pour et liquidation continuer. très différents. C'est ça. Donc là, ils sont en capacité de continuer et ils se sont réorganisés pour continuer. Mais il a fallu faire ça parce que justement, comme ils avaient des emprunts importants, etc., on ne pouvait pas rester dans la situation où ils avaient fait un chiffre vraiment mauvais. Donc là, ils sont dans cette situation et l'objectif, c'est qu'ils relancent cette année. Donc là, ils sont repartis pour ça. Mais voilà, c'est, je crois, toutes les boîtes qui sont un peu en difficulté. C'est tout. Pour les autres, ça va. D'accord, donc ça fait 3 sur 14. Quand tu dis que c'est extrêmement risqué, qu'est-ce qui fait que du coup, vous, ça marche mieux parce qu'on considère souvent quand on investit dans ce genre de boîtes risquées à des étapes très, très tôt, on dit early stage, on dit plutôt que c'est une boîte sur 10 ou une boîte sur 100 qui s'en sort, quoi. Là, pour le moment, vous, c'est plutôt 10 sur 14. Ouais, mais ce sera une boîte sur 10 quand même, à la fin. Parce que on sait très bien, là, c'est aussi, tu vois, on a 6 ans, les premiers financements, ils ont 4-5 ans max. Donc, tu vois,
il faut aussi laisser du temps. Moi, on le dit très, très clairement aux actionnaires, surtout ne comptez pas sur plus de 50% des boîtes qui vont survivre. Notre modèle, c'est qu'on prend le risque, donc on sait que ça va être le cas. Nous, on veut faire 10 champions sur 100 boîtes à la fin. Et donc, voilà, tu vois, c'est 10% de vrai succès qu'on essaie de viser. Ce qui fait que ça marche bien pour l'instant, parce qu'on a eu des moments où c'était compliqué, c'est que on réutilise les actionnaires pour sauver des boîtes, pour changer le CEO quand ça merde, pour relancer les clients quand il n'y en a plus et qu'il faut en retrouver très vite. On a fait une opération, par exemple, sur Coolroof qui a permis de signer quelques millions de chiffre d'affaires pour les relancer. Tu vois, ça, on peut le faire et on a une force ça, de c'est la force de la communauté, quoi. Ah, mais ça fait tout. C'est tout. C'est beaucoup plus que l'argent qu'on investit, beaucoup plus que l'entrepreneur. En fait, le fait d'avoir une intelligence collective et des gens motivés qui nous aident, c'est monstrueux. Et c'est ça qui, pour l'instant, fait que les boîtes, elles passent des étapes compliquées, quoi. Et à partir de quel moment vous diriez, là, il faut qu'on coupe les frais? Par exemple, avec un Coolroof, redressement judiciaire, c'est quand est-ce que vous vous êtes donné des jalons sur lesquels vous vous dites ok, ça c'est le moment où il faut qu'on ose dire stop, même si on a toute une communauté derrière ce projet justement qui amène de l'affect, de l'émotion plus que de l'investissement rationnel entre guillemets. Nous, on veut pas mettre en risque les actionnaires, donc c'est ça notre principe, en risque immodéré, donc un truc qu'ils n'ont pas en tête ou pour lequel ils n'ont pas signé. Coolroof, typiquement, on ne va pas réinvestir dedans, sauf s'ils ont réussi à relancer, à avoir des vrais clients et à repartir sur une dynamique saine. Mais là, sinon, on ne va pas réinvestir. Donc, tu vois, c'est typiquement le moment là, on va dire, là, les gars, vous avez 1 an devant vous, parce que c'est à peu près ça qu'ils ont. Réussissez cette saison, quoi. Et on va vous aider à la réussir, mais on ne va pas réinvestir, quoi. C'est un peu ce genre de truc, quoi. Ouais, ok. Est-ce que vous communiquez un peu sur les projets qui sont plus compliqués là? Donc, on en parle de façon un peu libre. J'avoue que je m'y attendais pas forcément à ce que ce soit aussi facile, tu vois, de discuter de ce qui fonctionne moins bien. Ouais. Vous en parlez librement. La communauté, c'est hyper transparent sur ça. Déjà, on est tenu d'en parler en assemblée générale. Donc, toute personne qui est actionnaire a le droit d'avoir tout regard sur tout ce qui se passe. Et en fait, on est obligé de répondre à leurs questions. C'est ça qu'on a bien aimé aussi avec ce modèle, c'est que VS, une asso, on va dire. Nous, on a un commissaire aux comptes indépendant sur chacune de nos assemblées générales et les actionnaires ont droit au plus haut niveau de regard sur Team for the Planet, mais aussi de prise de participation, puisqu'ils votent, même avec 1 euro. Et donc, ils posent des questions et nous, on est statutairement obligés de répondre à toutes les questions, même si ça dure 8 heures. Et le commissaire aux comptes vérifie qu'on ne dit pas de la merde. Donc, c'est quand même pas mal pour les actionnaires, tu vois, ça les sécurise. Donc, en fait, on va pas s'amuser à leur cacher des trucs. On leur dit direct, voilà, cette boîte, elle marche pas très bien. Là, voilà ce qui se passe. Et en vrai, c'est ce qui fait aussi la confiance. Honnêtement, c'est ce qui fait que les gens sont super impliqués avec nous. Ils disent, voilà, on sait. Et d'ailleurs, quand on dit, et c'est assez génial, cette boîte est un peu en difficulté, ils se surchauffent en mode, OK, comment on peut aider? Tu vois, c'est trop bien, c'est trop bien. Genre, on avait une boîte où on avait dû remplacer le CEO parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le mec était un peu mythomane sur les bords et qu'il nous lâchait pas du tout les vrais stats et les machins et tout. Et ça devenait vraiment problématique. C'était vraiment au bord de la faillite, la boîte, à cause de ça, quand on s'est rendu compte de tout ça. On a fait un relancement express de la boîte, tu vois, en utilisant la communauté et tout. On a trouvé un nouveau CEO. On a démerdé un chantier qui était bloqué parce qu'il nous fallait trouver un soudeur de tubules lourds vers Lyon. Tu vois, le truc impossible. Quel que soit ce que ça veut dire. C'est un mec qui soude des énormes tuyaux un peu compliqués. Et grâce à la communauté, tu vois, on mettait des appels sur LinkedIn et tout. Et on a trouvé le soudeur de tubules lourds. On a relancé, on a trouvé un CEO. Et aujourd'hui, la boîte avance bien. Et tu vois, ça, vraiment, c'est des trucs... Si on n'est pas transparent, on n'en bénéficie pas. Donc, en fait, c'est même pas très intelligent, je pense. Ouais. C'est quoi ton projet chouchou, ton projet un peu préféré en ce moment? Elle est dure, cette question. Hein. Après, les trucs fous, je sais pas si c'est fou, mais tu vois, je pense souvent à Beyond the Sea, qui est une de nos boîtes un peu phares parce que ils ont vachement avancé. Eux, ils tirent des bateaux avec des ailes géantes. Et quand on y est allé, mais tout le monde, mais même l'ADEME et tout, nous disait, mais en fait, qu'est-ce que c'est cette connerie, tu vois? Enfin, genre, arrêtez vos trucs parce que en face, tu as les carburants alternatifs, tu as les bateaux nucléaires et tout. Donc, en fait, nous, aller là-dessus, c'était ambitieux. Mais la réalité, c'est qu'on voyait bien que les carburants alternatifs, ça allait pas correspondre aux normes internationales et qu'ils allaient être bloqués. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ils ont dépensé des milliards, les armateurs. Et que les bateaux nucléaires, ça allait mettre 50 ans. Donc, en fait, ça nous semblait un peu compliqué. Sauf qu'il y avait un taf de fou parce que quand on a rencontré Yves Parlier, ça tirait une voiture sur une plage avec une voile de 9 mètres carrés, littéralement. Donc, il y avait tout à faire. On parle de faire des voiles de centaines de mètres carrés aujourd'hui. Et c'est le cas parce qu'aujourd'hui, on a des voiles de 200 mètres carrés qui tirent des bateaux. Le plus gros, il fait 160 mètres de long. Mais tu vois, c'est des vrais bateaux. C'est des gros chalutiers déjà. Ah ouais, ça rigole déjà plus C'est trop, peut-être pas encore des gros cargos transatlantiques, mais c'est des gros chalutiers. Ouais. Ils font 400 mètres de long, les très gros bateaux. Et là, on travaille à aller sur ces bateaux-là. C'est le plus gros. Après, t'as pas plus gros. Et donc, on va sur des voiles de 400 mètres carrés. Et donc, tu as eu plein de trucs un peu complexes, mais typiquement, on augmentait les tailles de voiles, mais à un moment, il fallait qu'on ait des armateurs pour co-développer avec nous. Et les armateurs, ils avaient vraiment d'autres chats à fouetter. Et là encore, on s'est servi vraiment de la communauté.
Et grâce à des actionnaires qui bossaient chez des armateurs et qui se sont butés pour faire en sorte que ça co-développe avec nous, eh ben, ils ont réussi à démontrer sur des vrais bateaux avec des voiles de 50, puis 100, puis 200 mètres carrés. Et ça, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point il y a des actionnaires qui se sont butés. Enfin, vraiment, parce que sinon, ça rentre jamais. C'est impossible, en fait. Et d'ailleurs, tu as plein de tentatives de concurrents sur ce genre de choses, mais ils n'accèdent pas à ces armateurs. Nous, c'est vraiment ce qui fait la diff. Après, j'essaie de te trouver des anecdotes un peu marrantes de trucs qui ont été un peu chauds, mais je sais pas, attends, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Un long fleuve tranquille, Team for the Planet, de toute façon. Non, pas du tout. Il n'y a rien eu de compliqué. Si. En vrai, il y a eu plein de trucs et tellement. Mais en fait, comme moi, je suis beaucoup sur la partie levée de fonds et tout, je peux te dire en levée de fonds, si tu veux, tous les trucs que je me suis pris dans les dents, le nombre de murs, à peu près un par minute, littéralement. Mais par contre, sur les innos, des trucs un peu galères. Enfin, en vrai, on en a tout le temps. Il y a toujours des trucs, typiquement, tu as des blocages politiques d'un coup. T'as pas la possibilité de faire le produit alors qu'on a tout investi, machin, parce que juridiquement, en fait, il y a un truc qui coince et on l'avait pas vu. Enfin, ça, c'est arrivé plein de fois. Mais à chaque fois, on va démerder le truc et tu vois, on va mettre les mains dans le cambouis avec eux. On amène la communauté. Donc, en vrai, il n'y a pas eu de mur infranchissable jusqu'à maintenant. Mais bon, sur la plupart de ces innovations, là, on fait comme si en fait vous étiez à chaque fois le seul actionnaire, que vous étiez le seul financeur. Évidemment, en fait, sur beaucoup de ces innovations, vous investissez, je sais pas, à hauteur de entre 5 et peut-être jusqu'à 30, 40, 50%. Un peu plus même. Un peu plus. On est monté jusqu'à 90% dans les très très gros investissements qu'on a fait. Ça, j'imagine que du coup, quand on n'est pas le seul actionnaire, du coup, vous n'avez pas la main mise et du coup, Team for the Planet ne peut pas tout faire non plus dans ces entreprises. C'est sûr. Est-ce que, en revanche, par contre, ça facilite énormément le fait que si Team for the Planet a mis à la main à pâte, il y a plein d'autres investisseurs qui vont se dire « Ok, moi, j'y vais aussi et je ramène aussi plus d'argent ». Est-ce que, en fait, ça ne fait pas un effet boule de neige de réussir à avoir le financement Team for the Planet ? Alors, il y a un peu de oui et un peu de non, parce que tu as aussi des investisseurs qui, jusqu'à maintenant, disaient « Ah, si Team for the Planet y allait, c'est que c'est trop early, trop risqué, c'est pas notre cam. » Maintenant, ça y est, tu vois des vrais fonds d'investissement, justement, très structurés, qui prennent très peu de risques, ou en tout cas qui sont pas trop faits pour le risque, qui viennent investir et co-investir derrière. Donc, ça veut dire que c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on voit, c'est plutôt qu'ils nous embêtent pas trop quand on vient aider une participation et qu'ils en font partie aussi parce qu'ils savent qu'on est en capacité peut-être d'aider sur des choses qu'ils peuvent moins apporter de leur côté. Mais clairement, quand on a d'autres investisseurs, en général, ça se passe plutôt bien. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu trop de problèmes, quoi. Après, encore une fois, on est encore au début de l'histoire. L'investissement, c'est long. On ne se rend pas assez compte, je pense. Dans nos quotidiens de citoyens, on a l'impression que 3-4 ans, il faut que la boîte soit devenue un monstre. Mais la réalité d'une boîte, c'est 12-13 ans pour devenir vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Et les gens ont peu cette notion du temps long parce qu'en fait, on s'est tellement habitué à investir dans des SaaS, donc dans des softwares, etc., des logiciels, où en 3-4 ans, tu as des vrais gaps. Mais là, et on surtout parle en 3-4 ans, tu as des boîtes qui sont valorisées à des milliards et aujourd'hui, encore plus avec l'IA, tu as des boîtes de une personne qui sont valorisées des dizaines ou des centaines de millions. Sauf que là, on parle de boîtes industrielles, très technologiques, très infrastructures. Et en fait, il faut que les gens comprennent que les vraies réponses, on les a encore dans quelques années, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, on a déjà une très bonne dynamique intéressante. Mais les vraies réponses, il faut être prudent. De toute façon, c'est pas dans ce podcast qu'on va dire qu'il faut pas parler dans le temps long. Oui. Les gens le savent. Par ailleurs, je suis entrepreneur et je pense que je l'ai dit suffisamment sur ce podcast qu'effectivement, le court-termisme, quand tu lances une boîte, c'est un peu le pire ennemi, quoi. Oui, puis c'est vraiment des fables, en fait. Faut pas trop se laisser porter par ces histoires médiatiques de en 3 ans, ça y est. Non, la réalité, c'est que ça marche pas. Toutes les choses importantes prennent du temps dans la vie et principalement sur des choses qui changent vraiment le monde. Donc, il faut pas espérer que ça soit tu vois, moi, je pense qu'à partir de 10 ans dans des participations, on sera en capacité de dire, OK, là, on a des vrais éléments solides, quoi. Avant ça, on est encore en train de prendre des paris. Et c'est le jeu, tu vois. On les prend et on a de plus en plus de garanties, mais on peut pas dire qu'on prend pas des paris encore, quoi. Ouais, et d'ailleurs, premier pari, c'est que c'était le dividende climat qui allait faire que tout le monde allait mettre la main au pot, participer. Aujourd'hui, vous êtes en train d'ajouter une autre pierre là-dessus. Donc, tu en as parlé rapidement, notamment avec Goodvest. Vous êtes en train de permettre la possibilité d'avoir un rendement financier sur des investissements dans les innovations de Team for the Planet. Ouais. Pourquoi introduire un rendement financier maintenant, alors que vous avez 130 000 personnes qui se sont dit chaud, on y va pour un rendement climatique? Parce que, tu vois, tu parles des murs qu'on peut se prendre, mais clairement, on voyait bien que les gens qui ont le courage de faire ça, c'est 1% des investisseurs. Mais vraiment. Ouais. Et donc, c'était très difficile de faire un vrai passage à l'échelle si on reste que sur ce modèle. C'est possible, mais l'effort, il est
colossal. Le nombre d'investisseurs, de gros investisseurs, hein, donc nous, on a quand même une grosse dizaine de gens qui ont mis plus d'1 million d'euros chez nous et une grosse centaine qui ont mis plus de 50 000 euros. Mais ces gens-là, ils ont fait sans investissement, enfin sans retour sur investissement. Mais il faut se rendre compte du nombre de gens à qui on a parlé. Enfin, moi, c'est hallucinant. J'ai fait le tour de tous les investisseurs et vraiment, tous rigolent, quoi. Tous. Et il faut se rendre compte, la plupart, pour eux, investir, le principe même, c'est gagner de l'argent. Tu vois, on en est arrivé là, quoi, ce qui est complètement délirant, parce que investir, le principe même, c'est de contribuer à résoudre un problème et de le faire par procuration, parce que tu n'as pas le temps d'aller t'impliquer ou la compétence avec ton argent. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, on s'est pris beaucoup de murs là-dessus et on s'est dit, si on veut vraiment réussir à amener Team for the Planet à son plein potentiel, il faut qu'on trouve une mécanique pour avoir un rendement financier sans venir dégrader toute notre logique qui nous permet d'aller là où les autres ne vont pas et sur des innovations qui ont vraiment besoin d'exister. Donc ça a été ce gros travail qui a pris plus d'1 an et demi. Hein, honnêtement, on a rencontré plein de penseurs, d'économistes, de gens qui travaillent sur ces sujets pour se dire quel modèle on fait. Alors ça paraît simple, mais vraiment avoir ce marché secondaire, cette valeur de l'action avec une méthode de calcul particulière, de les regarder bien compartimentés entre les rendements générés sur Team for the Planet et ceux pour les investisseurs, etc. C'était un gros boulot. On a comparé plein de trucs, ça n'a pas été facile. Donc ça, c'était un gros moment de travail. Et on s'est dit, bah maintenant qu'on a fait la preuve de concept, qu'on a suffisamment de boîtes, qu'on voit qu'elles commencent à réussir des vrais paris, que certaines boîtes sont maintenant valorisées des dizaines de millions d'euros, elles ont de l'impact, elles ont des millions de chiffres d'affaires. Bon, notre modèle, il fait sens. Maintenant, comment on le fait passer à l'échelle? Et c'est vraiment ça l'idée, tu vois. Et quand tu montes une startup, tu dois le savoir aussi, mais tu as un peu cette courbe exponentielle où au début, tu valides tes trucs pierre par pierre, et puis quand tu es un peu serein, bah, ça commence à partir en exponentielle. Et je pense qu'on peut être au pied d'une forme d'exponentielle maintenant si on est bon et si on arrive à aller chercher l'international avec ce nouveau modèle, parce que typiquement, là, on a vu que les gens ont investi en moyenne 11,5 fois plus que ce qu'ils avaient investi avant sans le nouveau modèle. Donc tu veux dire, les actionnaires qui étaient déjà là à l'époque, ils ont fait x10. Voilà, c'est ça, un gros x10. Parce qu'il y a ce modèle. Donc on s'est dit, même les gens qui sont prêts à investir sans rendement à la base, en fait, ça fait quand même une vraie différence. Et donc on voit qu'on peut attirer beaucoup plus de monde sans se travestir. Donc ça a été du travail, mais maintenant qu'on est dans ces dispositions, on se dit, on peut accélérer encore plus et devenir une plateforme d'investissement à 360 degrés pour faire émerger les solutions du monde de demain. Et là, on a besoin d'aide. Et donc, on a besoin, par exemple, pour la partie épargne, pour la partie assurance vie, travailler avec des gens qui savent faire ça. C'est pour ça qu'on s'est mis avec Goodvest, qui est un super partenaire pour ça. On se connaît depuis le tout début. On a créé nos projets en même temps. Et donc, l'idée, c'est de dire, maintenant, tu peux aussi épargner, mettre de l'assurance vie. Et c'est le principe du fonds, c'est un 90-10. Donc, tu as 10% qui va dans les solutions de Team for the Planet et 90% dans des boîtes cotées, mais évidemment qui respectent tous nos critères d'impact, d'engagement, de responsabilité. Donc ça, il y a eu un gros screening, un gros travail pour prendre des valeurs qui sont respectueuses. Et avec ce fonds, on peut dire aux gens, vous pouvez investir un peu en direct dans Team for the Planet. Vous pouvez mettre votre assurance vie dans ce fonds et ça va aider du coup nos innovations avec des conditions d'assurance vie, donc beaucoup moins de risques, un rendement normal, etc. Enfin voilà, et tu vois, on est en train de créer vraiment une marque avec Team for the Planet et de s'adosser à ce qu'on pourrait appeler des distributeurs qui viennent se greffer sur la marque et nous aider à toucher d'autres maintenant modes de financement, type l'assurance vie, en surfant cette marque aussi, quoi. Et donc c'est vraiment le fonctionnement, c'est maintenant d'avoir une communauté, une galaxie de partenaires comme Goodvest, pour pouvoir avoir d'autres façons de financer ces innovations, parce qu'on sait bien que l'investissement, c'est des petites poches. Les gens, ils vont mettre, tu vois, les gens comme toi et moi, 1000, 2000, 5000, mais tu vas pas mettre 100 000 ou 20 000. Par contre, sur une assurance vie, oui. Complètement. Ça s'entend pas, t'inquiète pas. C'est la guerre dans la rue. Mais intéressant. Donc, ce fonds avec Goodvest pour un citoyen, une personne lambda, elle peut juste, en fait, il suffit juste de prendre l'assurance vie Goodvest et le fonds de l'assurance vie Goodvest intègre du coup le fonds Team for the Planet qui lui permet d'investir en gros 10% de la valeur sur les innovations directement et 90% en diversification pour un peu protéger du coup le portefeuille sur d'autres boîtes qui sont moins risquées que les innovations Team for the Planet. C'est bien résumé. En gros, tu peux avoir une surexposition à ce fonds en prenant l'assurance Goodvest. Donc, ça peut te permettre d'être vraiment bien exposé à ce fonds. Ce fonds, il est vraiment créé dans les règles de l'art avec Ecofi et la société de gestion, qui est aussi très regardante sur l'impact. Donc, le but, c'est d'avoir un fonds qui soit le plus clean possible. Et on a vraiment été, nous, Team for the Planet, très challengeant et avec Goodvest et avec Ecofi parce que c'est aussi notre image. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait des trucs bizarres dans ce fonds. Donc, on a passé beaucoup de temps pour que le fonds soit bien. Les valeurs seront publiques pour tous les souscripteurs. Donc, ils voient exactement tout ce qu'il y a dans le fonds. Donc, ça, on y tenait beaucoup. Et ça permet d'avoir, en effet, un truc qui panache ton risque et qui te permet de faire de l'assurance vie dans des conditions normales. C'est l'objectif. Donc, où tu ne vas pas dégrader ton rendement habituel par rapport à d'autres assurances vie.
tout en finançant des solutions concrètes, visuelles. Parce qu'il y a aussi un truc qui remontait tout le temps, c'est en fait, moi, dès que j'investis dans du green, on me dit c'est green, mais je ne sais pas ce que c'est. Exactement. Je ne vois pas où ça C'était va. tout Donc, le sujet de notre épisode. On a enregistré un épisode hier avec Joseph. Et donc, on se disait, mais exactement, c'est exactement ce que tu disais là-dessus. Et sur le fait que aujourd'hui, eux, c'est un peu les seuls à pouvoir proposer un investissement qui limite le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est les accords de Paris. Et aujourd'hui, c'est très, très difficile d'être, ce que tu disais, exposé. Donc, ça veut dire, en gros, investir son argent et avoir cette assurance-là, notamment par le screening lié à des grosses associations, Carbone 4, Reclaim Finance, etc., qui travaillent derrière ce truc-là. Mais tu vois, c'est un vrai sujet parce que tu as plein de gens qui se font conseiller par leur banquier de mettre dans tel ou tel produit pour le climat et ils voient bien qu'ils ont des totals, des machins et les gens ils disent mais c'est quoi cette connerie en fait, tu vois. Et ça, il faut vraiment changer ça. Donc là, c'est aussi un gros travail qu'on fait avec Goodvest pour dire là, on vous assure qu'il n'y aura pas total. Et on fait une vraie assurance vie clean qui va vous aller dans le sens de vos valeurs et on essaye de panacher au max le risque. Et c'est concret et visuel parce qu'il y a du Team for the Planet, donc l'aile qui tire le bateau, vous pouvez aller voir quoi. Donc, investissement en direct dans Team for the Planet. Il y a un dividende climat et sur le marché secondaire, la possibilité d'avoir une plus-value en fonction des revalorisations année après année ou assemblée générale après assemblée générale. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Année après année, ouais. Et après, derrière, indirectement, via des produits financiers comme ceux de Goodvest, la possibilité d'avoir un retour financier en direct et d'être exposé et du coup de financer indirectement les valeurs de Team for the Planet. C'est ça. C'est d'autres façons d'investir. Et puis, tu peux aussi investir en direct dans nos projets une fois que, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, une fois que le projet est suffisamment dérisqué et avancé. Nous, plutôt que de laisser, on va dire, le monde financier traditionnel s'en emparer et investir, on dit, en fait, non, venez vous, investisseurs de Team for the Planet, allez-y en direct. Et là, tu peux avoir des perspectives de rendement très importantes, mais un niveau de risque très important aussi parce que tu es plus protégé par Team for the Planet qui va dispatcher, tu vas en direct. Par contre, si la startup elle réussit, si la boîte elle réussit, tu peux faire des x20, tu vois. Enfin voilà. Parce qu'on disait du coup, vous avez réussi à lever 41 millions d'euros via Team for the Planet, où là c'est vous qui décidez de où est-ce que vous allez placer les financements. Oui. Mais vous avez aussi ouvert la possibilité à des actionnaires ou à d'autres personnes d'investir en direct dans les entreprises que vous avez montées. Mais ça veut dire que ça passe plus par le biais de Team for the Planet. Et ça représente aussi un gros montant. Ça c'était 12 millions en 2025. Là on va refaire 3 levées cette année qui vont représenter à peu près les mêmes montants. Donc, tu vois, ça va être une 10-15aine de millions par an à peu près. Okay. Par contre, tu es obligé d'être investisseur Team for the Planet pour y accéder. D'accord. Et tu ne peux investir que le même montant que ce que tu as mis dans Team for the Planet, mais par ligne. Donc, par exemple, pour chaque innovation, si tu as mis 1000 euros dans Team, tu peux mettre 1000 dans chacune des innovations. Ok. Pourquoi ça, c'est un garde-fou ou... Parce que nous, on prend les baffes et on va pas non plus laisser n'importe qui ensuite venir et puis se faire des marges et gagner de l'argent, alors que les actionnaires qui sont venus avant, eux, ils ont pris les baffes. Donc, le but, c'est d'être quand même fair et de dire c'est réservé aux actionnaires. Les autres, vous pouvez pas rentrer, quoi. Est-ce que tu penses que le fait de passer de ce modèle dividende climat, alors qui va rester majoritaire quand on investit en direct dans Team for the Planet, mais qui sera peut-être minoritaire sur les autres formes de financement, est-ce que tu penses que ça peut changer l'ADN de la communauté, de Team for the Planet Ça ne sera pas minoritaire dans les autres formes de financement parce qu'en fait, si les gens font de l'assurance vie avec le fonds Goodvest, on va rester sur cet exemple, ils mettent leur 10K, 20K là-dedans. Ils ont une partie qui va direct dans Team for the Planet, mais avec nos règles à nous, et le reste ne va pas dans Team for the Planet. Donc, en fait, ça ne vient rien changer, parce qu'en fait, nous, chaque année, on va toucher via Goodvest les fameux 10%, et on va pouvoir dire, voilà, vous avez mis 100 000 euros en assurance vie, et Team for the Planet a récupéré 10 000 euros qui l'utilise, qui fait travailler, parce que voilà, on a cette mécanique aussi maintenant avec une perspective de rendement. On a des mécanisme de liquidité aussi pour pouvoir rendre l'argent s'il y a un besoin. Tu vois, ça avec Ecofi, on est obligé de le faire. Ils peuvent pas mettre chez nous si on n'a pas une mécanique de liquidité. Donc nous, on a un truc où on a 2 millions d'euros bloqués. Si demain Ecofi nous appelle, leur filer l'argent pour qu'ils aient pas de problème. C'est hyper important pour les investisseurs qui sachent qu'ils ont une liquidité aussi sur les 10%. Donc on s'est organisé pour être capable de faire ça, mais ça change pas la philosophie parce qu'en fait, on fait toujours le même métier de la même manière. Voilà, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu un peu dans l'idéalisme peut-être du coup là-dessus, en disant en fait finalement juste mobiliser massivement vraiment sans perspective de rendement financier, c'est plus possible à l'échelle à laquelle tu imaginais que c'était possible de le faire? C'est une bonne question, on nous l'a beaucoup posé. Moi je crois pas que j'ai eu cet idéalisme en vrai. Moi je me disais on tente un truc vraiment audacieux, mais au début on n'avait rien, donc en fait il valait mieux être tout de suite vraiment audacieux. Maintenant je me dis si on veut se donner les moyens de changer les choses, moi du moment qu'on se dit mon argent il est
investit pour une cause, c'est pas pour transformer 1 euro en 2 euros, c'est pour avoir un impact et on mesure cet impact et c'est cet indicateur qui sert à mesurer mon utilité, donc le dividende climat. Si après, le co-bénéfice, c'est que ça permet en plus de créer de la valeur financière, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on dit je mets 1 euro, je m'en fous ce qui se passe au milieu, je veux que ça sorte 2 euros. Parce que c'est ça qui tue ce monde, honnêtement. Moi, je veux surtout pas tomber là-dedans. Donc, tant que notre indicateur, notre boussole, c'est pas un indicateur financier, mais un indicateur d'utilité, en fait, encore une fois, le fait qu'on ait des modèles économiques viables, c'est juste une nécessité. Donc, si ces modèles économiques qui créent une partie de valeur et qu'elle est redistribuée aux actionnaires, ce qui est souvent le modèle habituel, pourquoi pas? Mais nous, on n'est pas là-dedans. Hein. Donc, je le rappelle, on ne fait même pas ça. Là, c'est vraiment de dire, s'ils créent de la valeur et qu'il y a des transactions entre actionnaires pour qu'ils bénéficient de cette valeur entre actionnaires, pourquoi pas? Mais tu vois, ça reste quand même un truc qui, moi, me met très à l'aise parce que j'ai pas l'impression que tout à coup, on se met à ponctionner les ressources de Team for the Planet pour financer les actionnaires. Ça, c'était une ligne rouge qu'on voulait pas franchir. Parce qu'en fait, si on faisait ça, on n'allait plus gouverner pareil, on n'allait plus piloter pareil, nos actionnaires n'allaient plus voter pareil. On allait repartir dans les modèles un peu traditionnels où tu te mets de plus en plus à viser la performance financière, tu deviens de plus en plus une machine à cash. Tu choisis tes boîtes non pas parce qu'elles vont changer le monde, mais parce que quand même, elle peut faire un gros multiple. Puis en fait, tu t'éloignes de ton impact. Ça, moi, ça m'aurait vraiment posé problème. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé à trouver une façon de ne pas tomber là-dedans. Est-ce que ton rapport, du coup, à la transition écologique et à la façon dont tu voyais toutes ces innovations depuis 5 ans, où tu as le nez dedans, où tu as quand même vu énormément de choses, tu as rencontré beaucoup de personnes, est-ce que tu as l'impression que ton rapport à la transition écologique a changé depuis 5 ans? Oui, ça c'est clair et net. Tu as déménagé, tu es parti à la montagne. Alors oui, non mais alors bon, ça c'est plus pour l'équilibre vie pro, vie perso et puis parce que la vie passe vite, donc j'ai envie de vivre le contact avec la nature au maximum. Ce qui a changé, c'est il y a des choses dans lesquelles j'étais pas sûr que je savais pas si je pouvais y croire ou pas, des façons de, par exemple, d'approcher la transition écologique ou de la proposer au monde, dans lesquelles je crois beaucoup moins maintenant. Tu vois. Je pense que porter une forme de militantisme colérique, par exemple, ça a beaucoup d'effets contre-productifs et j'y crois beaucoup moins qu'avant parce que j'ai vraiment vu des choses qui se sont provoquées à l'inverse, en fait, et ça a fait des refus d'obstacles. Et je pense même qu'une partie du fait que Trump ait été élu, c'est parce que parfois la façon d'amener le sujet n'était pas bonne. Donc ça, il y a des choses où j'ai vraiment changé d'opinion et j'y crois beaucoup moins. Je crois quand même beaucoup et encore et toujours à ce qu'on fait avec Team for the Planet parce que je vois bien que changer de manière structurelle le système, ça nécessite de proposer des solutions. Quand je vois toutes les entreprises qui essayent d'avancer et qui sont bloquées parce qu'elles ont fait 3 bidouilles, puis en fait après le reste, ça dépend du monde dans lequel elles vivent et elles évoluent et elles n'ont pas les solutions techniques et c'est pas elles qui vont les inventer. En fait, je me rends bien compte que structurellement, c'est compliqué d'agir. Voilà, je crois dans les grandes lignes, à peu près ce que j'ai changé. Ouais. Si Team for the Planet s'arrêtait demain, tu ferais quoi à la place? Oula, j'ai plein d'idées, mon pauvre ami. C'est vrai? Ouais, moi j'aimerais bien travailler sur la matrice économique dans laquelle on est, parce qu'en fait la matrice économique, c'est surtout ça le gros constat que j'ai fait. J'ai parlé avec beaucoup de gros investisseurs et tu vois bien que les gens qui orientent les flux financiers de ce monde et donc la dégaine de ce monde, pour la plupart, ils ne réfléchissent que en mode tableau Excel. C'est des personnes morales qui pilotent au-dessus des personnes physiques. Et donc, c'est où est-ce que c'est le plus rentable? Et le problème, c'est que l'écologie ne sera jamais plus rentable parce qu'on a créé par design une matrice économique qui ne compte que ce qu'on extrait et que ce qu'on transforme. Donc, ce qu'on préserve, par exemple les services écosystémiques, n'a pas de valeur financière. Un arbre qui dépollue les sols, qui filtre l'eau, qui évite les tremblements de terre, etc., il a une valeur théorique parce que maintenant, on sait la calculer. On sait dire il vaut 10 000 euros de services écosystémiques par an. Mais comme elle n'est pas comprise dans notre économie et dans notre matrice, il ne sera jamais rentable, cet arbre. La seule façon dans la société humaine que cet arbre soit rentable, c'est d'en faire des planches ou de le raser et de faire un parking. Donc, on ne peut pas réussir. En fait, on va toujours être condamné à être un virus. Et si on veut devenir le système immunitaire de cette planète, il faut qu'on rééquilibre cette matrice économique. Il faut qu'on se mette à compter en argent sonnant et trébuchant la valeur des services écosystémiques. Tu connais Florent Coureau? Non. Je travaille aussi sur ces sujets-là. On a enregistré un super épisode justement sur les services écosystémiques rendus par la nature. Il faut que tu rencontres, il faut que tu écoutes cet épisode aussi. Je suis trop chaud, vas-y. Qui est vraiment chouette. Et il a fait un cours Sator aussi, je ne sais pas si tu es bien sûr, dessus. Et hyper chouette. Moi, j'aimerais bien qu'on lance une banque centrale de la nature qui vient financer en argent sonnant et trébuchant les services écosystémiques annuellement pour que tout à coup, ça devienne compétitif de garder sa forêt et de la maintenir en forme et de l'entretenir plutôt que de la raser pour faire des planches ou un parking. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, ça va merder. En fait, notre matrice économique, elle est issue de postulats obsolètes d'économistes il y a des centaines d'années qui n'avaient pas conscience des limites physiques du monde. On ne peut pas leur en vouloir. Mais genre Jean-Baptiste Say, dans les années 1700, qui disait
les richesses sont infinies, donc elles sont gratuites. Ça, tu vois, déjà, on part d'un postulat, il est merdique. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont pas infinies. On peut pas considérer qu'elles sont gratuites. Et c'est aussi ce qui fait qu'on les flingue et qu'on est aujourd'hui vraiment en mode extractivisme à l'extrême. On est rentré dans l'anthropocène, je crois qu'on a la responsabilité maintenant de manager cette planète. Voilà, c'est comme ça peut paraître éthiquement complexe à entendre, mais la réalité, c'est qu'on est une espèce ingénieure qui s'est développée à l'espèce d'une planète. Voilà, c'est le cas, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, oui, on pourrait ne pas avoir à prendre cette place, et je souhaiterais que ce ne soit pas le cas. Poétiquement, ce serait beaucoup mieux, comme dirait Aurélien Barraud. Poétiquement ou politiquement? Poétiquement. Sauf qu'en fait, c'est déjà le cas. Donc maintenant, autant faire une anthropocène responsable, tu vois. Moi, c'est un peu ce vers quoi je pense qu'on doit aller, parce qu'en fait, on n'a pas de choix. On va pas, sauf si notre population surdécline, mais en fait, on en a pour 200 ans. Donc là, tout de suite, ce qu'on doit faire, pour moi, c'est passer dans une anthropocène responsable. Et la première chose qui nous rend responsables, c'est de remettre à jour cette matrice économique obsolète qui aujourd'hui guide toute la façon dont on manage le fonctionnement de ce monde. Et c'est juste une hérésie. Il n'y a aucune espèce sur Terre qui arrive sur une île déserte, qui voit des arbres fruitiers et qui se dit je vais tous les couper, c'est comme ça que ça vaut de l'argent. Ben non, mec, tu les gardes parce que tu sais très bien qu'il faut que tu bouffes et que ça va durer longtemps et que tu sais pas combien de temps tu es sur cette île, quoi. Ben nous, on est sur cette planète qui est notre île déserte et on n'a toujours pas compris que les arbres fruitiers, on en dépend, quoi. Enfin, notre matrice ne nous permet pas de le comprendre, alors que on le sait tous, mais on est obligé d'agir à l'inverse. Et tu vois, c'est terrible. Moi, j'ai eu des discussions avec des très, très gros investisseurs qui mettent des dizaines de milliards dans des trucs. Ils te disent, je sais en tant qu'humain, mais en tant que personne morale et ce que je représente, ce n'est pas le choix que je peux faire. Parce que je ne peux pas le faire. Oui, parce que la matrice n'est pas construite comme ça. Donc en fait, je ne peux pas, je suis bloqué. Et tu vois, c'est alors que ce sont des décideurs finalement. Ah oui, mais le bon sens n'existe pas. Les personnes morales ne décident pas avec du bon sens, elles décident avec du rationnel. Sauf que comme la matrice est merdique, en fait, si tu veux, on nous fait faire des maths, sauf qu'on n'a pas inventé les chiffres positifs, on n'a que les chiffres négatifs. Et on nous dit, faites les bons calculs. Et ben, qui que tu sois, Team for the Planet ou pas, bah, tu mets des pansements sur des jambes de bois et tu es obligé de faire des trucs hyper compliqués, tu es obligé de bidouiller à mort, de faire des trucs de CSRD, des enfers et tout, parce que, en fait, on est obligé de contourner un problème fondamental qu'on voit tous, mais on ne sait pas le changer, quoi. C'est juste lunaire, en fait. On hérite d'une matrice complètement merdique et donc ça ne marche forcément pas. C'est ça le vrai problème, c'est que les calculs pourront jamais être bons. Tant qu'on change pas ça. Donc moi, ça, c'est j'ai l'impression que c'est un truc qui te fatigue même du coup sur Team for the Planet. Ah ouais, ça me frustre énormément. Bah oui, parce que tu vois des super investisseurs qui ont envie d'y aller, ils te disent ouais, mais vous serez jamais aussi rentable que Shein. Bah oui, par construction, on peut pas l'être. En fait, les gars, on l'est. Vous le voyez bien qu'on est plus rentable pour la vie sur Terre et pour nos vies à tous. Ah bah oui, ça c'est évident. Donc, tu vois, mais c'est horrible. Et donc moi, ça c'est le truc qui m'a le plus blasé ces derniers temps. Et donc tu me dis, si je faisais pas Team for the Planet demain, je fais ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire ça, mais je veux sécuriser comme il faut Team for the Planet. Voilà. Ok, d'accord. C'est une annonce? Non, il n'y a pas d'annonce, mais je vais m'y mettre tout doucement. Ouais. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis, que je rencontre des gens. J'ai déjà commencé à faire un peu des conférences sur le sujet. Je confronte la pensée. Je vais un peu plus loin. Hier, j'ai fait 2 heures avec Timothée Paris qui me défonce au maximum sur cette idée. Tu vois, je creuse beaucoup, quoi. Hyper intéressant. Il faut vraiment que tu rencontres Florent. Florent, à très vite. Qui est un auditeur en plus, donc il écoutera probablement cet épisode. Est-ce que tu penses que vous attendrez le milliard? Alors tu parlais justement de ces fameux investisseurs qui ont envie mais qui n'y arrivent pas avec cette nouvelle solution. Et vous l'atteindrez? Moi, je pense que oui, alors plus vite que prévu. Franchement, c'est l'option de 2019, c'était le milliard en 2030, hein, c'est ça? Ouais, c'est un peu le truc qu'on s'était donné. En fait, tu vois, là, si on se met... Là, on a un premier fonds avec Goodvest, on va en faire d'autres. Il y a déjà des choses qui sont sur les rails. Ça va collecter beaucoup plus vite et des volumes bien plus importants que ce que nous, on fait. Nous, on va peut-être atteindre les 100 ou 150 millions avec l'international d'ici quelques années, 2-3 ans. Si les fonds ont bien collecté et que, tu vois, par exemple, Bank for the Planet, qu'on a lancé avec le Crédit Coop, les différents dispositifs qu'on fait, là, j'étais juste avant avec, pareil, une société de gestion pour un fonds multifamilial qui prendrait la suite de nos boîtes, etc. En fait, tu vois, on est en train de devenir une galaxie de produits connecté à notre marque et à notre crowdfunding. Et ça a été un peu la vision depuis maintenant 3-4 ans d'aller vers ça. Là, on est en train de réussir. Tu vois, un fonds comme celui qu'on fait avec Goodvest, il peut très vite atteindre 200, 300 millions. Donc 250 millions, 270 millions, c'est les encours totaux en gestion chez Goodvest depuis qu'ils ont lancé en 2020. Ouais, sauf que l'année prochaine, ils vont être à 500, tu vas voir. Enfin, ils sont déjà dans l'exponentiel. Donc, tu vois, moi, je pense qu'il y a des exponentiels qui peuvent démarrer comme ça. Si ce fonds, d'ici 2030, il est à 200 millions, si on en a 2-3 autres, tu vois, enfin, en fait, moi, je pense qu'une galaxie de collecte autour de ces innovations à 1 milliard, c'est encore faisable largement en 2030.
ça va quand même dépendre de la situation géopolitique parce que On a une petite échéance l'année prochaine quand même. voilà, il y a plein de sujets comme ça qui vont probablement rebattre ou pas les cartes. Mais dans un monde où on n'abandonne pas le sujet, et je crois que ça va être, on est condamné à pas l'abandonner, juste est-ce que ça va être, on se remet un coup de pied au cul là dans la prochaine année, ou est-ce que c'est dans 5 ans, je sais pas. Mais je pense que ouais, on va le faire le milliard, ouais. Si, tu vois, on fait un épisode tous les 5 ans ensemble. Allez, vas-y. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu as envie de pouvoir me raconter? Dans 5 ans, j'aimerais bien te dire que Team for the Planet est vraiment sur des rails, qu'ils ont pris une belle ampleur et que moi, je me suis un peu retiré, justement pour pouvoir commencer à aller travailler sur des dynamiques plus, selon moi, plus importantes, plus sous-jacentes encore. En fait, on a besoin des deux en même temps. On a besoin de transformer systémiquement notre monde. On a besoin de faire que ces infrastructures, elles bougent maintenant, parce qu'en fait, c'est extrêmement urgent. Et en même temps, en fait, il faut qu'on fasse avancer ces sujets de matrice économique parce que sinon, ça va rebloquer dans quelques décennies ou même années, même si les infrastructures sont à jour. Donc moi, je vois les deux problématiques en même temps. Donc j'espère que Team for the Planet sera dans une belle dimension, que certains salariés d'aujourd'hui auront pris une vraie ampleur et seront vraiment lead, que ça me permettra d'être genre un jour par semaine sur Team for the Planet, toujours gérant, en disposition, un peu comme un Janko et tu vois, pas à 100% sur un Carbone 4 ou voilà. Mais garder cette posture et mettre vraiment mis les mains dans le cambouis de ces sujets de matrice économique parce qu'en fait, je crois qu'à la fin de ma vie, je veux crever en me disant j'ai au moins essayé de bouger ça, quoi. Même si j'y arrive pas, même si je vois pas le résultat, je crois que je pourrais pas supporter de pas avoir tenté ça. Et c'est un truc qui me réveille à 5h du matin, juste pour te dire, en fait, vraiment, je suis tellement confronté au blocage systémique, structurel, maintenant politique, parce que j'ai aussi fréquenté beaucoup de ministres et j'ai vu les problématiques d'investissement avec des très très gros investisseurs encore récemment au Luxembourg, à Singapour et tout. Je vois le problème et je me dis ok, il faut aller travailler là parce que sinon on va faire avancer, mais après on va se reprendre un mur et du coup il faut faire avancer ce truc, quoi. Donc finalement, là, en fait, c'est la bataille pour casser les futurs murs que Team for the Planet ou d'autres, où les fameuses licences libres pourraient se prendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, quoi. En vrai, que tout le monde a, parce qu'en fait, dès que je discute avec des gens qui s'impliquent sur la transition, je vois bien que c'est toujours le même problème à la fin. J'en parlais avec Maxime de Rostolan qui a monté plusieurs boîtes du coup sur ces sujets-là, et à chaque fois, quand il monte une boîte, ce qu'il dit, c'est les premières choses à faire, c'est passer 6 mois à essayer de casser des règles administratives qui nous empêchent d'innover sur ces sujets, quoi. Ouais, lui, il est très fort là-dedans. Oui, c'est son taf primaire, en fait. Donc, il a travaillé sur de l'agriculture, il a travaillé sur du transport décarboné, il a travaillé Cellcop, exactement. Et en fait, à chaque fois, il dit on passe juste des mois et des mois à taffer sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le droit d'exister. Et puis ensuite, derrière, on existe. Il a complètement raison. Et là, au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que l'humanité soit plus condamnée à mettre sa force de travail au service de détruire et au service de l'économie de la mort, mais qu'elle puisse enfin la mettre de manière correcte, raisonnée et financée au service de l'économie de la vie. Parce qu'en fait, on est dans ce dilemme monstrueux aujourd'hui. Et c'est juste ingérable, en fait. Tu vois, moi, j'en discute avec des gens, encore un mec, un milliardaire suisse qui est le 200e homme le plus riche du monde, qui s'implique sur ces questions. Et en fait, ça me fait halluciner de voir que des mecs qui réfléchissent, il a 69 ans, il réfléchit au sujet depuis hyper longtemps, disent, ouais, en fait, on bute sur ce problème, c'est le problème fondamental, il faut qu'on change ça, quoi. Et ça, même un milliardaire, il peut pas faire ça dans sa bulle, quoi. C'est pas... Il peut pas, non, en fait, c'est trop compliqué. Il faut faire créer une banque centrale de la nature ou une institution internationale hyper badass qui injecte des liquidités au prorata de la valeur des services écosystémiques. Il faut mettre des pays d'accord et tout. Donc non, il faut faire un mouvement mondial. Enfin, il n'y a pas le choix, quoi. Ouais, bon, c'est pas avec comment est-ce qu'on arrive à... De toute façon, c'est la fin de cet épisode. Et c'est pas avec les décisions récentes de l'Allemagne de rebuter la France sur une armée commune, sur des investissements dans la défense commun qu'on arrivera à se mettre d'accord sur une banque centrale de la nature directement, quoi. En fait, on est dans une polycrise, donc il faut un peu tout ça. Mais tant que nos modèles économiques sous-jacents nous poussent vers la prédation, les ressources finies, donc la compétition, donc la violence, donc la guerre. En fait, oui, il va falloir renforcer l'armée, etc. en face. Mais oui, en fait, tu vois, c'est beaucoup des conséquences, mais les vraies causes, pour moi, c'est toujours cette malformation de notre modèle économique. Et c'est vraiment une malformation. On l'a pensé à une époque où on n'était pas capable de comprendre. Et aujourd'hui, on hérite de ça. Et ça imprègne tous nos outils. Et c'est juste ingérable, en fait. Et moi, ça, c'est vraiment pour moi le gros sujet du siècle. Il faut qu'on réforme notre modèle économique. Il y a des mecs qui ont essayé, hein, tu vois, j'en parlais avec Timothée hier, il y a des gars qui ont...
essayer un petit peu, mais Il s'en prend plein la gueule, Timothée. bah oui, bien sûr. Après, Timothée, il a raison. Il pousse des curseurs et il va sur des choses audacieuses et il a raison parce qu'en fait, fondamentalement, il y a en théorie ce qu'il dit est complètement vrai. Hein. C'est difficile à contredire. Hein. Quand tu discutes avec un Timothée ou que tu regardes leur travail à ces économistes sur la décroissance, en fait, on est juste arc-bouté à des idéologies et à des cultures dominantes. Mais la réalité physique et fondamentale du monde, ben, elle va dans le sens de ce qu'ils disent. Maintenant, il faut réussir justement à Le faire adopter. travailler avec le monde tel qu'il est, à travailler avec des cultures qui sont déjà en place. C'est long l'éducation, c'est long de faire avancer. Et donc, pour moi, il faut travailler sur des outils qui sont des raccourcis. Changer nos modèles économiques, c'est juste la base. C'est le raccourci, quoi. Je pense qu'on va arrêter l'épisode là-dessus. Merci beaucoup du coup pour cette ouverture presque philosophique en fait. Merci à vous aussi les auditeurs d'avoir été là jusqu'au bout. Ça fait 1 heure que vous nous écoutez. Si vous êtes encore là, vous faites partie de nos auditeurs préférés à ce stade. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des étoiles, à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à m'écrire sur LinkedIn. Ça nous aide énormément à avancer. Puis en plus, ça nous fait vraiment grave plaisir. Donc aidez-nous là-dessus. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À plus Arthur. Salut tout le monde. Salut. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.